quartier de Bergerac en Dordogne ne s'attendait pas à ça. Il est devenu en plein cœur de l'été un cluster de chikungunya, une maladie infectieuse tropicale. À chaque fois, les mêmes symptômes. Comme une grosse grippe, beaucoup de fièvre et des courbatures. Voilà, c'est tout. 4 jours, et après c'est fini. Au total, une trentaine d'habitants a été contaminée par une piqûre de moustique, sans même avoir bougé de Bergerac. Ce sont les échantillons pour le chikungunya? D'accord, ok. C'est ce que l'on appelle des cas autochtones. Et leur nombre a explosé cet été, 228 cas recensés en métropole. C'est certainement à partir d'un patient source qui est arrivé infecté et qui a contaminé donc des moustiques tigres qui aujourd'hui répandent le virus. Le responsable, c'est lui, le moustique tigre. En 20 ans, l'insecte originaire d'Asie s'est implanté en France continentale et en Corse. Sa propagation rapide vers le nord du pays contribue à la hausse des cas de maladies comme le chikungunya, mais aussi la dengue. 66 cas autochtones recensés ces dernières semaines en métropole. Un autre moustique, le culex, est également sous surveillance renforcée. Il transmet la fièvre du Nil. 15 cas ont été identifiés cet été, dont certains pour la première fois en Île-de-France. Pour la première fois, dans un laps de temps assez court, on a identifié 2 cas de West Nile, 2 cas de forme grave d'ailleurs. Alors comment se protéger? Les opérations de démoustication engagées par certaines communes sont-elles efficaces? Faut-il déclarer la guerre aux moustiques ou sommes-nous condamnés à vivre avec? Ils sortent de là. Nos 3 invités, Louis Lambrecht, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au département de virologie de l'Institut Pasteur de Paris, responsable de l'unité de recherche interaction virus-insectes précisément. Et selon vous, le système de santé en France métropolitaine n'est pas préparé aux maladies véhiculées par les moustiques tigres. Nous n'avons pas encore, ajoutez-vous, les réflexes pour nous en protéger. À côté de vous, Marine Grosset. Bonsoir madame, infectiologue au centre hospitalier d'Angoulême. Vous avez écrit une lettre ouverte au maire d'Angoulême appelant à prendre des mesures efficaces et sans attendre contre le moustique tigre. Selon vous, le chikungunya est devenu un fardeau sanitaire et un fléau. Nous ne sommes plus dans une menace lointaine. Il y a un risque que cela devienne un problème endémique, ajoutez-vous. Et à côté de vous, François Lasserre, amoureux des insectes, auteur, vice-président de l'association OPI, Office pour les insectes et leur environnement. Vous avez écrit Facettes fascinantes de belles bêtes. C'était aux éditions Belin. Et selon vous, le moustique tigre n'est pas dangereux. Dans la plupart des cas, il faut se détendre et continuer à faire la sieste dehors. Tout cela n'est pas très grave. Il y aura du débat donc. Et voici un gros plan avec l'insecte du jour. Comment s'appelle-t-il en latin? L'Aedes albopictus, autrement appelé donc le moustique tigre. C'est l'une des espèces les plus invasives au monde. Le moustique tigre est présent sur les 5 continents. Et donc, dans l'immense majorité des départements français, il doit son nom à ces rayures qu'il porte sur ses pattes. Marine Grosset, quand vous voyez cette image, cette photo, cette belle photo, vous voyez d'abord un vecteur de maladie, vous, en tant qu'infectiologue? Alors oui, c'est un petit insecte, mais quand même, c'est un des plus meurtriers pour l'homme. Donc, il faut quand même, à mon avis, s'en méfier. C'est-à-dire s'en méfier à ce point? Combien de cas mortels par an? Alors, mortel pour le tigre, oui. Et ça va dépendre du virus, c'est un peu différent, mais on connaît bien le paludisme, oui. Où il y a quand même plus de 600 000 morts par an. C'est vraiment très compliqué, principalement dans les pays en voie de développement, où il y a beaucoup de mortalité infantile, donc c'est un des insectes les plus meurtriers pour l'homme. Et le tigre apporte plutôt des virus qui posent des problèmes individuels et aussi sociétaux, mais il y a quand même beaucoup moins de mortalité, on ne meurt pas de façon immédiate, mais il y a quand même des séquelles derrière. D'accord. François Lasserre, le moustique tigre est sur la liste des espèces exotiques envahissantes de l'Office français de la biodiversité. Ils ont tort? Alors non, parce que c'est exactement le cas type d'une espèce exotique, c'est-à-dire qui vient d'ailleurs, qui est étrangère, et qui est envahissante. Envahissante, c'est en général quand ça nous ennuie. Ouais. Et là, en plus, ça nous ennuie du côté sanitaire, et donc c'est le pire du pire. Louis Lambrecht, alors, et vous, quand vous voyez, vous êtes aussi inquiet, ou est-ce que finalement on se dit, bon, on peut endiguer cela, ça ne va pas non plus du jour au lendemain devenir un fléau national? Ou si? Quand on voit la progression récente... avec l'augmentation quasi exponentielle des cas autochtones, c'est-à-dire les cas qui ont lieu localement en France métropolitaine. Expliquez-nous précisément ce que c'est qu'un cas autochtone. Alors un cas autochtone, c'est un cas de transmission locale qui donc implique un moustique local d'un virus qui normalement n'est pas présent. C'est ça.
Et ça a lieu à la faveur d'une introduction. C'est-à-dire que puisque le virus n'est pas présent par définition, il a fallu qu'il soit importé. Et ça, c'est le fait des voyageurs qui vont dans des régions où le virus circule. Alors récemment, on pense à l'épidémie de chikungunya, où il y avait beaucoup de circulation de virus à l'île de la Réunion et dans l'océan Indien. Et ça a occasionné des importations beaucoup plus nombreuses que d'habitude. Et ce virus, une fois qu'il est importé par une personne qui a voyagé, si cette personne se fait piquer par un moustique tigre local, ça peut générer un foyer de transmission, y compris des gens qui vont être infectés alors qu'ils n'ont pas voyagé. Alors ça provoque une inquiétude nationale, hein. Tout le monde en a parlé cet été. Regardez, c'est une de la presse locale. Et vous-même, Marine Grosset, vous avez écrit donc au maire d'Angoulême pour lui dire alerte rouge. Vous ne prenez pas les précautions nécessaires. Oui, tout à fait. En fait, ça fait 2 étés que je vois ma fille rentrer de la crèche avec des boutons de moustiques partout et vraiment, sur tout le corps, et aussi de nombreux parents qui s'en plaignaient. Et en fait, il y avait un décalage entre ma perception de maman, d'infectiologue, et puis de citoyenne. Et puis, quand j'essayais de passer par les voies institutionnelles, j'avais pas forcément de réponse. Et je voyais aussi des agents dans les collectivités qui étaient aussi en démunis, qui eux aussi savaient pas trop quoi faire. Et donc, du coup, on m'a conseillé de faire une lettre ouverte, ce que j'ai fait. Et pour le coup, je ne pensais pas que ça allait toucher autant de gens, parce que énormément de gens m'ont écrit, et je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas que moi. Et donc, c'est assez intéressant, et c'est peut-être un sujet à débattre. Et donc, voilà. Vous auriez souscrit à cette lettre, François Lasserre, ou pas? Est-ce que vous auriez alerté je dis pas qu'il les faut tuer autorités? les moustiques tigres, attention. Oui. Attendez, on va en parler après, bien sûr. J'aurais été du côté comment vivre avec et comment se détendre et pas être vraiment trop alarmiste. Mais là, on a affaire à... Déjà, quand vous parlez d'insectes, on vous dit oui, mais à quoi servent les moustiques? C'est vraiment le premier qui viennent, parce que c'est vrai que ça fait partie des insectes qui viennent sur nous. Ils nous recherchent. Pas toutes les espèces, il y a 70 sortes de moustiques en hexagone, il n'y en a que 3-4 qui nous piquent. Donc tous les moustiques ne nous piquent pas. Mais c'est vrai que c'est toujours ça. Et en plus, il vient d'ailleurs, et il propage parfois une maladie. Mais mes collègues vont le dire, c'est encore très rare. Et donc on peut encore se faire piquer par tous les moustiques, et rappeler que chaque moustique tigre n'est pas vecteur d'une maladie. On peut tous se faire piquer par des moustiques, c'est pas agréable, et je suis bien d'accord, mais voilà, c'est encore très très rare. Louis Lambrecht, quels sont les symptômes du chikungunya et de la dengue? Alors, les deux impliquent des symptômes qui sont assez généraux, comme la fièvre, la fatigue, vomissements, etc. Mais ce qui les distingue peut-être, c'est notamment pour le chikungunya des douleurs articulaires, qui sont très aiguës au moment de l'infection et qui peuvent devenir quasiment chroniques, qui peuvent durer et persister longtemps après l'infection. La dengue, elle, est connue pour les formes sévères hémorragiques, donc des hémorragies internes. Et d'ailleurs, le problème de ces symptômes, en quelque sorte, c'est que, comme ils peuvent faire penser initialement à une grippe, la dengue, on l'appelle parfois la grippe tropicale. On n'associe pas nécessairement ça à une grippe. On ne va pas forcément penser à ces maladies, surtout si on n'a pas voyagé. Bien sûr. Et ça retarde d'autant plus l'intervention. Marine Grosset, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur les douleurs articulaires. C'est vraiment des douleurs articulaires qui sont... Alors, parce qu'il faut bien comprendre que le chikungunya et la dengue sont très bien connus dans les départements d'outre-mer. Donc nous, en fait, on découvre un peu ça, donc pas de panique. Malheureusement, ils ont vécu ça il y a des années. Donc il faut vraiment que, ils ont vécu ça. Et eux, mes collègues infectiologues de là-bas me disent c'est un fardeau sanitaire. Pas parce qu'on en meurt tout de suite, mais parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les douleurs articulaires, quand vous avez le chikungunya, vous ne pouvez plus ouvrir votre tube de dentifrice. Vous ne pouvez plus vous lever de votre chaise tout seul. Et en fait, il y a une sédentarité qui se crée, et après, c'est un cercle vicieux. Il y a une obésité qui monte, parce que des fois, les douleurs articulaires peuvent durer plusieurs mois. Il y a des séquelles, oui. Et après, ça amène vers une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, du diabète, donc une morbidité augmentée. Et surtout, là, récemment, des médecins réunionnais ont mis en évidence qu'il y avait une augmentation de fractures du col du fémur chez la personne âgée du fait des douleurs articulaires quand elles ont eu un chikungunya. Et en fait, on sait très bien que malheureusement, ce genre de fracture amène à une dépendance et donc, du coup, à une augmentation de la morbidité. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Julia le fait que l'homme n'est pas le seul à être piqué. Ça peut toucher des mammifères qui sont, par exemple, les animaux domestiques. Exactement, nos animaux, nos amis, les chiens et les chats notamment. En les piquant, les moustiques tigres peuvent leur transmettre des maladies graves comme la dirophilariose. En fait, un ver pénètre sous la peau de l'animal, se loge dans le cœur avant de s'installer dans les artères pulmonaires. Conséquence, les chiens et les chats souffrent ensuite d'insuffisance cardiaque
cardiaque et ça peut entraîner parfois la mort dans les cas les plus graves. Le problème, c'est que les premiers symptômes, la toux notamment, mettent plusieurs années à apparaître et donc ça ne facilite pas le diagnostic. Les chevaux aussi peuvent être la cible des moustiques, cette fois Culex. Ils transmettent désormais des maladies comme le virus du Nil occidental, encore peu présent en Europe. En 2019, des foyers de cette maladie ont été trouvés chez des chevaux en Italie, en Grèce, en Hongrie ou encore en Allemagne. Et pour les équidés, c'est pas anodin. Quand ils sont infectés, les chevaux peuvent souffrir de tremblements et de troubles neurologiques. En septembre dernier, 2 chevaux sont morts en Camargue après avoir contracté ce virus donc du Nil occidental. Louis Lambrèche, qu'en est-il du chikungunya dont on parle beaucoup? Est-ce que ce virus-là peut être transmis aux animaux? On a tendance, comme vous venez de le faire, à penser que ce sont des virus que nous transmettons aux animaux. Mais c'est tout le contraire. Ce sont des virus zoonotiques, c'est-à-dire des virus qui viennent des animaux, qui nous sont transmis. Le virus chikungunya, à l'origine, il circule dans des cycles forestiers entre des primates non humains qu'on ne connaît pas toujours forcément bien et des moustiques forestiers. Et ce sont nous qui sommes des victimes collatérales d'un débordement du virus dans un cycle de transmission C'était le même humaine. cas avec le coronavirus, d'ailleurs. West Nile. Oui, le coronavirus, c'est un autre exemple. Mais tous ces arbovirus, ces virus transmis par les moustiques, ils viennent à l'origine, même la dengue, même la fièvre jaune, etc., viennent de cycles forestiers. Parfois, ils s'installent de manière durable dans la population humaine, c'est le cas de la dengue, mais pour chikungunya, pour Zika, c'est plutôt transitoire. Et le virus West Nile, donc le virus de la fièvre du Nil occidental en français, c'est un virus qui circule dans des populations d'oiseaux. Et de temps en temps, il est transmis aux équidés ou aux humains. Mais d'ailleurs, nous sommes des impasses, parce qu'il n'y a jamais transmission ultérieure. C'est-à-dire que nous développons... Ça n'est pas transmis de l'homme à l'homme. Suffisamment de virus dans notre corps pour ensuite le retransmettre à un moustique. Ou un moustique. Retour à l'envoyeur. Marine Grosset, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut mener des campagnes très larges de démoustication, comme on a vu dans des communes cet été? D'éradication, tentative d'éradication. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, il y a 4 étapes. Alors là encore, il faut vraiment s'appuyer sur ce qui a été fait dans les départements d'outre-mer. Pour moi, la démoustification avec usage d'insecticides doit être vraiment la dernière étape. La première, c'est tout simplement réduire les réservoirs de moustiques. Donc après, on parlait de la biodiversité. C'est quoi les réservoirs de moustiques? Les réservoirs de moustiques, alors après, là, les mares, je te passe la balle. Voilà. Il faut forcément de l'eau. De l'eau stagnante. Forcément de l'eau stagnante. On fait plus de mares. Voilà. On peut. Alors, non. Les mares, ils n'y vont même pas. D'ailleurs, c'est presque une chance, c'est qu'ils se contentent de une coupelle de jardinage remplie d'eau, une gouttière bouchée, un pneu de voiture qui traîne. Ils se contentent de ça. Alors, c'est un avantage pour lui, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont incroyablement adaptables. Mais ça peut être un avantage aussi pour nous, c'est que si on est très rigoureux, et d'ailleurs ça fait très longtemps que en Asie du Sud-Est, parfois, vous pouvez avoir des amendes si vous laissez de l'eau stagnante, parce que les moustiques s'y développent. Si on est très vigilant, c'est une habitude qu'on n'a pas prise jusque-là, mais c'est quand même un avantage, puisque ces moustiques, les moustiques tigres, sont très urbains, et se développent dans des tout petits réservoirs d'eau où il n'y a pas encore de vie même. Donc du coup, on peut les gérer. Mais vous êtes choqué, François Lasserre, quand vous voyez ces opérations de fumigation? On a vu des photos, là, c'est-à-dire dans des villages, voilà, dans le sud. Est-ce que ça, vous dites, c'est exagéré? Parce que là, vraiment, on y va... au bazooka, quoi. C'est pour répondre à un stress de la population. Les citoyens, les citoyennes sont quand même très stressés, entendent des histoires de maladies. Même moi, depuis tout à l'heure, j'ai envie de me gratter, vous voyez, parce que notre cerveau est ainsi fait. Donc, c'est un peu une matière, un peu comme quand on piège les frelons à pattes jaunes. C'est un truc d'urgence, mais c'est pas très constructif. Et surtout, c'est pas sélectif. Ces insecticides. Et du coup, ils tuent tous les insectes qui sont autour de nous. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand vous avez le téléphone et le courrier qui est tout le temps en train de bouger dans une mairie. Là, j'ai un exemple récent. La mairie de Créteil a fait de la sensibilisation, m'a fait venir, par exemple, pour au moins parler, dire qui il était, comment il vivait, où on pouvait le trouver, comment faire pour être plus familier avec cette espèce, parce qu'elle ne voulait pas lutter justement avec ces insecticides. Et puis François Lasserre, une chose que vous ne dites pas, mais c'est que le moustique tigre, à l'état larvaire, nourrit les grenouilles, les crapauds, les oiseaux, et que si on éradique cette espèce, il y aura sans doute un déséquilibre écosystémique. Donc alors, on est confronté à un dilemme. Je ne peux pas tout à fait le dire, parce que... Il n'est pas biocentré. Il est exotique, il est invasif.
il a une particularité. Cette espèce a une particularité, c'est qu'elle se contente d'une petite coupelle d'un pot de fleurs, où il n'y a pas de vie parfois. En revanche, effectivement, quand ces moustiques tigres vont dans une mare où il y a des larves de libellules, des têtards, des poissons, etc., ils vont composer le menu de ces animaux. En revanche, il y a quand même une petite chose qu'on peut imaginer, c'est d'accueillir des hirondelles ou des martinets davantage, puisqu'ils volent en journée. Parce que les chauves-souris ne sont pas hyper efficaces pour les moustiques en général. Mais les moustiques tigres volent en journée. Et quand on accueille et qu'on met des nichoirs, ils font partie du plancton aérien. Et ces oiseaux mangent ce plancton aérien et donc ces moustiques. On va regarder la carte quand même de prolifération. C'est assez impressionnant, du moustique tigre en France métropolitaine, datant de juillet dernier. Louis Lembrecht, est-ce qu'on est un peu trop angélique là, quand on entend vos deux collègues? Est-ce que, voilà, on ne peut pas laisser progresser ce moustique, vous, en tant que intervenant de Pasteur? J'ai envie de dire, même si on le voulait, on aurait du mal à le freiner. Il n'y a qu'à voir. Il est arrivé en 2004 en France, à Menton. Et en 20 ans, il a colonisé quasiment l'intégralité des départements du territoire métropolitain. Je crois qu'il n'y a que la Normandie qui est encore épargnée, mais c'est une question de temps, c'est sûr. Donc la question n'est pas de savoir si on peut l'éradiquer, c'est plutôt de savoir comment on va vivre avec et comment on va minimiser les nuisances. Et d'ailleurs, une des premières mentions, je crois que c'est 99 en Normandie. Donc ça fait très longtemps en fait. Et c'est toujours notre problème, c'est qu'on réagit beaucoup trop tard, comme avec les frelons, qui vous voulez. Et donc une fois que ces espèces sont installées, ça veut dire qu'elles trouvent des conditions favorables à leur survie, elles sont très bien là, et on ne peut pas les éradiquer. On ne peut pas éradiquer les frelons, on ne peut pas éradiquer a priori, on ne pourra pas éradiquer les moustiques tigres. Donc c'est cumuler en revanche les moyens de lutte. Alors justement, une méthode. Oui. Et pour endiguer, à défaut d'éradiquer, il y a celle de l'insecte stérile. Regardez ce reportage de France 3, Pays de Corrèze. Premier décollage pour ces vaillants soldats. Leur mission, faire baisser le nombre de moustiques tigres dans ce quartier briviste particulièrement infesté, grâce à cette technique dite de l'insecte stérile. Chez le moustique, le mâle ne pique pas, donc il ne crée pas de nuisance. Son rôle, ça va être d'aller chercher les femelles sauvages, s'accoupler avec elles. Et comme ces femelles ne s'accouplent qu'une seule fois, tous les œufs qu'elles vont pondre vont être vides. Donc on arrive à bloquer leur descendance. Déjà testée sur 20 hectares à La Réunion, cette méthode a fait baisser de 60% le nombre de moustiques la première année et de 90% la seconde. Marine Grosset, vous validez? C'est bioéthique en gros, ça? Alors oui, c'est probablement bioéthique, même si ça se discute. Mais en fait, c'est aussi très coûteux. Donc on est en train de mettre de la technologie alors qu'il y a encore des choses à faire. Quelles choses à faire alors? On a parlé par exemple de retravailler sur la biodiversité, réintroduire certaines espèces. On a parlé des hirondelles. Les hirondelles et les martinets, c'est ça? Éduquer la population. Oui. Alors ça, par contre, on a vu des flyers partout, on a vu sur les réseaux sociaux. Ça, les collectivités en fait se dédouanent en mettant... Tenez, c'est la faute, c'est dans vos jardins privés qu'il y a le moustique, mais il faut aussi que les collectivités, sur les lieux d'accueil, mettent des pièges et surveillent. Et en fait, il y a des pièges qui existent. Et puis après, en effet, pour moi, tout est complémentaire, en fait. Et puis, à Singapour, ils l'ont beaucoup utilisé. Ils ont aussi réussi à pas mal réduire la quantité de moustiques tigres. Voilà, je pense qu'il faut prendre toutes les mesures possibles pour éviter d'en arriver à l'étape 4, qui est l'insecticide. François Lasserre? Oui, et puis surtout, c'est vrai que tout le monde peut faire quelque chose. Parce que quand on se fait piquer par un moustique, ça a été mon cas, je vis en Île-de-France, je sais qu'en fait, ils viennent de quelques centaines, voire quelques dizaines de mètres autour de moi. Donc je sais que c'était soit un réservoir dans mon jardin, soit un réservoir dans le jardin de mes voisines. Et c'est assez facile, ou presque, ça c'est quand même un avantage. Il a tous les défauts de la Terre, mais en revanche, il y a quand même des solutions qui sont presque faciles d'accès pour tout le monde. Sauf qu'on n'est pas du tout habitué à vivre avec. Donc il va falloir prendre du temps, déjà se relaxer, se détendre, se protéger, faire attention. Des manchons, enlever des pots de fleurs, mettre des produits efficaces, mettre des moustiquaires aux fenêtres, etc. Et surtout être bien plus rigoureux avec nos environnements. Alors plutôt que de combattre le fichu moustique tigre, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt évoquer le vaccin? Regardez, en 2014, un vaccin de l'Institut Pasteur de Paris contre le chikungunya est testé sur des volontaires. Dans son laboratoire, l'équipe du professeur Tanguy a développé un vaccin combiné avec celui de la rougeole et les tests sur l'homme ont commencé il y a quelques semaines. Le principe, c'est de faire un peu une poupée russe. On a le virus, c'est un vaccin vivant atténué. Donc le virus
vivant atténué vaccinal de la rougeole produit des petites particules du virus de chikungunya qui sont donc sans génome, donc qui ne sont pas infectieuses, et donc qui permettent, dans une seule injection, de protéger contre les deux maladies. Bon, Louis Lambrecht, vous êtes le mieux apte à nous répondre sur cette question, vous qui êtes de l'Institut Pasteur. Est-ce qu'il faut un vaccin? Il y en a un, et on a entendu dire qu'il ne fonctionnait pas si bien que ça, à La Réunion notamment. Alors, il existe un vaccin commercialisé contre le chikungunya qui s'appelle IXCHIQ, et qui est préconisé pour les personnes de moins de 65 ans. Il a été utilisé à La Réunion pendant l'épidémie. Voilà, donc malheureusement, les personnes les plus vulnérables souvent sont celles qui sont les plus âgées, donc on pourrait dire que c'est dommage, mais néanmoins, la vaccination reste l'outil de prévention par excellence contre les maladies infectieuses. Et je le répète ici, on ne peut pas se passer de continuer à développer des vaccins contre ces virus parce qu'on en manque, à part celui de la fièvre jaune, justement, qui est très efficace, qui sert souvent même de modèle. Frédéric Tanguy a parlé de celui de la rougeole, mais celui de la fièvre jaune est souvent utilisé comme base pour construire des vaccins contre la dengue, par exemple. Il faut continuer parce qu'on sait que ça peut marcher. Vous, à l'Institut Pasteur ? Moi, je ne développe pas de vaccin personnellement. L'Institut ? L'Institut Pasteur, bien sûr, continue à développer des vaccins et continuera à le faire dans le futur. D'accord. Marine Grosset, sur la vaccination, ça doit être une priorité nationale ou pas? Vous ne l'indiquez pas, il me semble, dans votre lettre. Vous ne demandez pas au pouvoir public, en tous les cas, ce n'est pas Angoulême qui peut le faire. Mais est-ce que ça, vous pensez qu'il faut mettre les moyens? En fait, ça a été utilisé pendant les crises épidémiques dans les départements d'outre-mer, au moment où il y avait beaucoup de cas. Donc après, là, ce n'est pas du tout le sujet pour nous en métropole aujourd'hui. Et encore une fois, on a parlé de sujets avant qui sont prioritaires. Oui, mais justement, est-ce qu'il ne faut pas prendre nos précautions dès maintenant? Parce que vous dites, bon, pour l'instant, ce n'est pas une urgence. Est-ce que ça peut le devenir demain, non? On peut se vacciner pour tout, pour les 10 années à venir, mais pas sûr qu'on ait la même... je pense qu'il faut s'adapter et vacciner de façon intelligente. François Lasserre, c'est le changement climatique qui est en cause ou pas? On lit, Louis Lambrecht, je pense que dit plutôt c'est la mondialisation. C'est-à-dire il serait arrivé quoi qu'il arrive. Oui, exactement. Il serait arrivé... La prolifération du moustique tigre en France métropolitaine, par exemple, serait arrivée quoi qu'il en soit. Mais évidemment, le réchauffement climatique lui facilite la tâche. Ça ne fait qu'aggraver le problème parce que la période d'activité des moustiques pendant l'année devient d'autant plus longue qu'il fait chaud. Le moustique lui-même se développe d'autant plus vite qu'il fait chaud. Et le virus dans le moustique se transmet d'autant plus vite qu'il fait chaud. Il vient dans des pneus usagés qui circulent par les océans et qu'on reçoit ici. Mondialisation, échange de marchandises et évidemment par-dessus une couche de réchauffement qui ne fait qu'aggraver la situation. François Lasserre, il y a des milliers d'espèces invasives, pas seulement animales mais végétales, donc il faut effectivement apprendre à vivre avec. Mais en fait, c'est vraiment ce que disent tous les spécialistes sur les espèces exotiques envahissantes, c'est faire de la prévention parce qu'une fois qu'on dit il y en a, en fait c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. À part les Néo-Zélandais, peu de pays ont été capables de... Et encore, nos guêpes européennes ont été installées là-bas, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. C'est vraiment faire de la prévention. Et ce ne sont pas les espèces exotiques envahissantes qui sont responsables de tout, c'est nous, notre commerce et le manque de prévention, mais il faudrait des moyens assez colossaux, mais en tout cas être beaucoup plus dans la prévention. Vous pouvez vous gratter, le débat est terminé. Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer sur ces problématiques épidémiques et liées aux espèces invasives.